Bonjour, voici maintenant une partie sur la question des médicaments, plus précisément des médicaments psychotropes. Euh, L'objectif général de ces cours, c'est toujours de posséder et avoir une boîte à outils pour prescrire les psychotropes. Et dans cette boîte à outils, bien évidemment, la question des croyances personnelles et des croyances quant aux actions potentielles des médicaments psychotropes est un élément central, de même que les éléments de la relation patient, médecin ou médecin usager. Et enfin, les souhaits et les croyances des usagers sont un élément capital aussi à prendre en compte. Ce qui reste de la technique à partager est celle liée aux médicaments. Donc la pharmacologie et les connaissances de la pharmacologie, elles peuvent être utiles et nécessaires. Elles peuvent souvent nous aider. Elles permettent parfois de comprendre ce qui se passe. Et donc il faut en connaître un peu la langue et le langage, et quelques bases, à mon sens, sont utiles avant de prescrire et d'utiliser les médicaments. Je tiens à préciser ici que je ne suis pas un professeur de pharmacologie et que je vais essayer de donner comme information sont plutôt des éléments issus de ma réflexion, de ma pratique. Alors bien évidemment, le médicament est au cœur de cette relation entre médecin, patient et entourage, et que dans la prescription des médicaments psychotropes, des éléments sont importants à prendre en compte. Deux éléments principaux qu'on va essayer de voir, c'est quels sont les éléments de pharmacocinétique qui sont utiles dans notre pratique, et puis quelles sont les connaissances de pharmacodynamie qui peuvent aider à la connaissance et à la pratique de prescription des médicaments psychotropes. Le médicament, c'est une réalité un peu complexe, qui a donc des propriétés qui sont pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et galéniques, et c'est des connaissances minimales dans ces deux domaines qu'il va nous falloir acquérir tout au long de notre carrière et partager avec les usagers. Ces propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, à quoi elles nous servent? Eh bien, elles nous servent à avoir une idée sur les indications et surtout sur les effets attendus et les effets indésirables des molécules qu'on prescrit. Tout cela, c'est possible seulement et à la condition que l'on prescrive un médicament euh, seul. La grande difficulté dans la pratique des traitements psychotropes, et encore plus en psychiatrie, c'est la question des mélanges. Et donc, quand on est face à un mélange, eh bien, il est bien difficile de pouvoir se référer à nos connaissances de pharmacocinétique et de pharmacodynamie. Et c'est un grand défi, en tout cas, de pouvoir repérer ce qui est de l'ordre des effets attendus. Le plus souvent, on va repérer des effets indésirables qu'on aura du mal à attribuer à une ou l'autre molécule lorsque les patients sortent ou ont des ordonnances avec 5, 6, 7, 8 médicaments, comme on voit malheureusement trop souvent. Donc je le répète, si vous voulez commencer à comprendre, apprendre et expérimenter l'usage des psychotropes, je crois qu'il faut essayer de se mettre dans les meilleures dispositions et commencer par les prescriptions sages, qui devraient d'ailleurs être la règle le plus souvent, en utilisant une molécule ou deux au maximum. Et bien évidemment, dans la vraie vie, les patients n'ont pas que des médicaments psychotropes, et plus ils avancent dans l'âge, et plus ils auront des médicaments somatiques ou associés, si vous voulez. Les médicaments psychotropes sont des médicaments somatiques, contrairement à ce qu'on pense. Et donc là encore, on se trouvera dans une situation de mélange bien difficile pour la compréhension. Enfin, faisons comme si, essayons d'être un peu savants. Alors la pharmacocinétique, c'est quoi? Ben, la pharmacocinétique, c'est l'étude du devenir du médicament une fois qu'il est introduit dans l'organisme. Euh, les connaissances de pharmacocinétique, elles sont utiles pour comprendre les modalités d'administration du médicament, sa voie d'administration, les doses, le rythme d'administration, c'est des éléments qui peuvent nous être utiles dans la façon dont on va manier et utiliser et prescrire ces médicaments. Elle permet aussi, la pharmacocinétique, de connaître un certain nombre de facteurs qui vont influencer le devenir du médicament et donc ses effets potentiels, comme par exemple l'âge, les pathologies intercurrentes et surtout, bien sûr, je l'ai déjà dit en introduction, toute la question des médicaments associés et des interactions médicamenteuses qui, en psychiatrie, reste une question centrale et, à mon sens, je l'ai déjà dit, je le répète, bien trop lourde et bien trop fréquente.
Alors la pharmacocinétique, bon ça vous avez tous appris ça, ceux qui sont allés à la fac ou qui sont des docteurs, ça repose sur 4 phases différentes. L'absorption du médicament, ensuite sa distribution dans l'organisme, son métabolisme avec au niveau tissulaire, et puis enfin son élimination. Ces 4 phases sont importantes à connaître puisqu'elles auront chacune, de mon petit point de vue de psychiatre de base, un intérêt dans la prescription des médicaments et l'adaptation des posologies par exemple. Alors, il y a des mots associés avec ces 4 éléments. L'absorption renverra à la biodisponibilité, la distribution au volume de distribution, le métabolisme à ce qu'on appelle la clairance, et l'élimination à la demi-vie d'élimination. C'est des mots qu'il faut connaître, qui sont très souvent employés et qui sont très souvent employés lorsqu'on fait référence aux médicaments et aux médicaments psychotropes. Je vais en donner quelques illustrations pour essayer de comprendre. Voici un schéma qui reprend cette donnée. Le médicament, d'abord, sa question, ça va être l'absorption et la voie choisie pour introduire ce médicament dans l'organisme. Ce n'est pas un détail, même si la majorité d'entre nous pensent que les médicaments sont pris par voie orale, par la bouche. De très nombreuses voies existent, malheureusement pas nombreuses en psychiatrie, car encore trop souvent, c'est la voie intramusculaire qui reste, pour des tas de raisons que je ne développerai pas ici, une voie chérie par bon nombre de praticiens. Alors la voie de l'administration, la voie principale, la voie majeure, la plus commune, est ce qu'on appelle la voie entérale ou la voie orale, sous forme de comprimés, de gélules, de sirop, mais il existe aussi une voie d'absorption qui a pendant longtemps été une voie très utile, très utilisée, qui était la voie rectale. Les Français, c'était des grands amateurs de suppositoires. Le suppositoire restant actuellement quelque chose de très symbolique dans de nombreuses pratiques, mais constitue probablement une voie d'administration qui a des intérêts de par sa rapidité d'action. On distingue à côté de la voie entérale ce qu'on appelle la voie parentérale. Les grands sous-types de cette voie parentérale, c'est la voie intraveineuse. En psychiatrie, je l'ai déjà dit, la voie intramusculaire, mais il existe aussi la voie sous-cutanée, l'inhalation. On a quelques médicaments en psychiatrie qui commencent à apparaître sous cette forme. C'est une voie qui peut être très intéressante dans les conduites d'urgence. La voie intranasale, la voie transdermique et puis la voie épidurale pour les anesthésies. Donc l'ingestion d'un certain nombre de médicaments anesthésiques dans les céphalo-rachidiens. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces différentes voies? Je vais faire un survol assez rapide, mais il faut bien comprendre, la voie entérale, ça a de nombreux avantages, c'est qu'en théorie, c'est assez facile à administrer, et même en psychiatrie, je le répète, à chaque fois qu'on le peut, on doit essayer d'utiliser cette voie, et par exemple dans les situations d'urgence, même si c'est pas toujours facile, ça reste une voie à essayer de prioriser. On n'a pas besoin d'injection, l'injection c'est un certain nombre de complications qu'on verra, elles sont bien connues et elles doivent être, à mon sens, surtout l'injection intramusculaire, être discutée à chaque fois. Désavantage entre guillemets de la voie orale, c'est que l'absorption est lente et la disponibilité va dépendre de nombreux facteurs, premier passage hépatique, digestion, enfin un certain nombre d'éléments. Ce qui veut dire que quand on est dans des situations où on cherche à avoir une rapidité d'action, premièrement, et deuxièmement une action de courte durée, ben, la voie orale est certainement pas la meilleure voie pour obtenir ce type d'effet. L'exemple le plus typique, c'est si on cherche à obtenir une sédation, qui n'est pas la même chose que l'effet anxiolytique, et parfois de façon exceptionnelle, mais dans les cas d'urgence médicale et psychiatrique, ben, on a besoin d'obtenir un effet rapide et puissant. L'inhalation, ça a un certain nombre d'avantages. Le premier d'entre eux, c'est quand même une absorption très rapide, qui permet que le produit, la molécule, va arriver rapidement au cerveau, et c'est assez facile à administrer. Des avantages bien connus des utilisateurs de substances nasales comme la cocaïne, c'est l'irritation, et puis aussi des conséquences sur des dommages possibles au niveau pulmonaire. Donc les autres voies parentérales, l'intraveineuse, ben, l'avantage il est évident, c'est la rapidité de l'effet, pas de problème d'absorption, meilleur contrôle de la biodisponibilité, et donc un passage rapide au niveau cérébral. C'est parfois difficile à administrer, bon, ça, c'est quand on a l'habitude, c'est pas très difficile.
Ça nécessite par contre une grande surveillance et contrôler les effets secondaires et latéraux. L'intramusculaire, l'avantage c'est une absorption plus lente par rapport à la voie intraveineuse, mais les désavantages ils sont bien connus, c'est la question de l'irritation locale. Quand on voit l'état des fesses d'un certain nombre de patients qui ont reçu pendant des années certains neuroleptiques d'action prolongée, on doit quand même s'interroger. Deuxième problématique, c'est la question du relargage. Un bon nombre de médicaments vont s'accumuler dans les graisses des fessiers, et puis ensuite se redistribueront dans la circulation sanguine, ce qui peut entraîner des effets rémanents ou des effets délétères après une injection par voie intramusculaire. La forme intranasale, actuellement, bon, c'est toute la question par exemple de la kétamine. On peut avoir une action locale et puis aussi une action systémique, et la substance va pouvoir entrer dans le système nerveux sans passer forcément par la barrière hémato-encéphalique. Là encore, les possibilités de dommages au niveau nasal font partie des complications potentielles de ce type d'administration. Donc vous voyez, il y a de très nombreuses voies d'administration potentielles. Malheureusement, en psychiatrie, avec les médicaments psychotropes, on a privilégié pendant très longtemps deux voies principales, la voie orale et la voie intramusculaire. À mon sens, c'est se priver d'un certain nombre de possibilités d'administration et d'action qui sont probablement dommageables pour l'efficacité et les thérapeutiques que l'on emploie. Alors, ça c'est pour faire le savant. Cette diapositive, elle montre les cinétiques de concentration dans le plasma d'une substance en fonction de sa voie d'administration. Donc IV, ça veut dire intraveineuse, la courbe rouge, donc un effet très puissant, des taux très rapides avec une décroissance très puissante. La courbe IM, c'est la voie intramusculaire. IM oil, ça veut dire l'IM dans une solution huileuse, vous voyez, c'est un effet très plus prolongé. C'est ce qu'on utilisera par exemple dans les neuroleptiques d'action prolongée, entre autres. La voie sous-cutanée, et puis tout en bas la voie péros, qui elle en théorie donne donc des taux sanguins beaucoup moins élevés et une durée d'action plus longue que la voie IM normale et la voie intraveineuse. Alors les taux plasmatiques du médicament, qui ne sont pas toujours d'ailleurs liés à ces effets, mais en partie vont dépendre donc du dosage, de la cinétique d'absorption, de sa demi-vie et de sa fréquence d'administration. La courbe à droite représente ici l'évolution des taux sanguins des médicaments après l'administration. Vous connaissez tous le niveau d'équilibre obtenu après 4 à 5 demi-vies. C'est un grand classique des études de médecine que tout le monde a gardé en tête. Cette dose administrée permet de déterminer, c'est des éléments qu'on retrouvera dans la littérature, des courbes dose-réponse qui permettent de déterminer un certain nombre de paramètres, la dose minimale efficace et la dose maximale efficace. Dans la littérature, on fait souvent référence à la dose efficace médiane ou la DE50, qui est la dose de produit qui va donner 50% de la réponse maximale. Ça donnera, cette DE50, une idée de la puissance de l'effet des médicaments qu'on appelle agonistes, qu'on verra tout à l'heure. La courbe dose-réponse des médicaments peut aussi renseigner sur les bénéfices et les risques d'un médicament et ce qu'on appelle son index thérapeutique. L'index thérapeutique, en gros, c'est la marge de sécurité entre un médicament. Vous voyez, par exemple, si on prend une molécule qui a des effets anxiolytiques, sédatifs et de dépression respiratoire, on va avoir une relation dose-effet différente entre les effets anxiolytiques, les effets sédatifs et une complication qui est beaucoup plus grave, qui est la dépression respiratoire. Et la marge de sécurité, l'index thérapeutique, est dans ce cas de figure soit étroit, soit comme avec d'autres médicaments plus importants. En psychiatrie, il y a par exemple l'exemple d'un certain nombre de médicaments sédatifs qui ont une marge thérapeutique étroite, ou du lithium qui, là aussi, a un index thérapeutique assez faible. Et donc ces médicaments conduiront, de par cette relation dose-effet et d'index thérapeutique étroit, à plus grande surveillance et de précaution d'emploi. Deuxième élément, après avoir fait un peu de pharmaco de cuisine, et je prie de m'en excuser auprès des pharmacologues qui ont essayé de m'apprendre des choses, la question de la biotransformation, la métabolisation des médicaments, alors là c'est un sujet
qui est particulièrement d'actualité dans les médicaments psychotropes. Les médicaments, bon, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont transformés et ou métabolisés au niveau d'un certain nombre d'organes, et c'est principalement le système hépatique qui est en cause. Et dans cette histoire de biotransformation, il y a toute la grande question qui est depuis plusieurs années à la mode, celle du cytochrome P450 et des familles de ces enzymes qui catalysent les substances au niveau hépatique. Mais il n'y a pas que le cytochrome P450, il y a aussi les monoaminoxydases qui ont donné naissance de par leur étude aux médicaments qui sont inhibiteurs de la monoaminoxydase, et puis d'autres familles qui permettent la biotransformation des substances et des médicaments. La biotransformation, petit rappel, en général au niveau hépatique, pour les substances liposolubles, elle a deux phases. Elle a surtout une fonction, c'est de faciliter l'élimination des substances liposolubles. La première phase de biotransformation, c'est une phase qu'on appelle de fonctionnalisation, et la deuxième phase de conjugaison. Bon, ça, c'est pour faire un petit rappel. La phase 1, c'est une phase donc, qui est très liée au cytochrome P450, qui renvoie à des systèmes enzymatiques qui, alors là je vous renvoie à vos cours de médecine et à vos cours d'éprouvette, renvoie à des réactions d'oxydation et de réduction et d'hydrolyse. Et puis là, enfin, la phase 2, c'est une phase de conjugaison qui va permettre l'élimination, les conjugaisons étant glycuro- ou sulfono-conjugaison. Ça, c'est des cours anciens que tout chacun d'entre nous a peut-être oublié, mais qui restent du basique de l'élimination des médicaments. Donc, tout ça pour dire qu'un certain nombre de médicaments, pourquoi c'est important à comprendre, c'est en dehors des questions du cytochrome P450 qu'on verra tout à l'heure, c'est que les médicaments vont avoir plus ou moins, ou auront plus ou moins une phase 1 ou une phase 1 et une phase 2, comme par exemple le phénobarbital sera transformé par la phase 1 en hydroxyphénobarbital, et à l'inverse, la morphine sera transformée en phase 2 en morphine 6-glucuronide. L'exemple intéressant, c'est celui par exemple des benzodiazépines. Le diazépam en phase 1 va être transformé en desméthyldiazépam, qui sera lui-même ensuite transformé en oxazépam, puis ensuite en oxazépam glucuronide. Le desméthyldiazépam et l'oxazépam sont des substances pharmacologiquement actives. Donc quand on prescrit du diazépam, eh bien, la molécule mère va se transformer en deux molécules métabolisées au niveau hépatique, desméthyldiazépam et oxazépam, qui auront des effets pharmacologiques. Et donc il faudra prendre en compte dans ce qu'on appelle les effets du médicament et sa demi-vie, sa durée d'action, de cette propriété qui va avoir ce qu'on appelle des métabolites actifs. Alors, diapositive encore pour faire le savant, l'imipramine, qui est un vieil antidépresseur et un des premiers d'entre eux. L'imipramine, comme de très nombreux médicaments psychiatriques, est hydroxylé par le cytochrome et par une sous-fraction du cytochrome P450 qui est le 2D6. Et on verra que ce cytochrome 2D6 a un polymorphisme génétique important et qui va entraîner, et ça c'est un élément qui peut être utile lors de la prescription de médicaments psychotropes, lorsque on se trouve avec des réponses soit paradoxales, soit faibles, à une variabilité très individuelle, très importante dans la réponse individuelle. Alors je reviens à la question des demi-vies. Vous voyez que les demi-vies des substances, la demi-vie c'est la demi-vie d'action, sont très variables, les substances pharmacologiques et les médicaments psychotropes le sont aussi. Par exemple, si on compare deux antidépresseurs, la sertraline, ça a une demi-vie de 2 à 3 jours, enfin, à l'état d'équilibre, et puis la fluoxétine, une demi-vie beaucoup plus longue. Quelle implication ça a? C'est qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'on pourrait, chez certains patients, utiliser la fluoxétine non pas à des prises journalières, mais à des prises allant jusqu'à 3 ou 4 jours. C'est une des possibilités qu'on peut retirer de ces connaissances pharmacologiques. La question des métabolites, et donc je l'ai déjà signalé, des métabolites actifs, c'est une question centrale dans la question des benzodiazépines. Bon, là j'ai fait un rappel d'un certain nombre de tableaux. On distingue des benzodiazépines à durée d'action courte ou ultra courte et des benzodiazépines à durée d'action plus longue. En général, quand c'est supérieur à 20 heures, on devient
on parle de benzodiazépine à durée d'action longue. La durée d'action, c'est celle effectivement du produit par an. Et comme je l'ai signalé juste avant, il y a aussi à prendre en compte la question des métabolites actifs. Et vous voyez que dans les benzodiazépines à durée d'action longue, par exemple le clobazam ou le nordazépam que j'ai cité tout à l'heure, il y a des métabolites actifs qu'il conviendra à prendre en compte dans la durée d'action potentielle de ces produits. Tout ça, par exemple, pour dire que lorsque l'on utilise certaines benzodiazépines pour avoir des effets sédatifs, on peut avoir des effets parfois très longs, et dans les manifestations de sevrage, on peut aussi avoir des manifestations de sevrage très longues, liées à la fois au sevrage du nordazépam et aussi de ces métabolites actifs, ce qui permet ici sur cette diapositive de voir que la demi-vie, par exemple, des métabolites, si on prend par exemple le chlorazépate dipotaxique, on voit que la demi-vie de la substance mère est assez courte, de l'ordre de 2 à 5 heures, mais le métabolite a une demi-vie qui est de plusieurs heures, à peu près parfois jusqu'à 200 heures. Donc on voit qu'il faut, et je le répète, prendre en compte non pas seulement la demi-vie de la molécule mère, mais aussi les métabolites et leurs effets pharmacologiques. Bon, voilà pour la question du métabolisme des benzodiazépines. Quelques mots sur le cytochrome P450, vous aurez des cours là-dessus, et c'est une question qui traverse la littérature et qui est au cœur de nombreuses préoccupations de personnes qui s'occupent de résistance au traitement pharmacologique. C'est quoi les cytochromes P450? C'est des métalloenzymes qui sont donc responsables du métabolisme oxydatif de molécules très diverses, soit des substances endogènes, comme les hormones thyroïdiennes, la vitamine D, un certain nombre d'autres substances, soit ce qu'on appelle les xénobiontiques, donc des substances externes comme les médicaments, les polluants, les toxines et les substances cancérigènes. On distingue, alors, bon, je ne suis pas un grand spécialiste, mais trois familles principales, cytochrome P1, P2, P3, qui sont elles-mêmes sous-divisées en sous-familles, et on peut décrire donc des isoenzymes distincts, par exemple le CY2C9 qui va intervenir dans le métabolisme de beaucoup de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antidiabétiques oraux, des anticoagulants, des antihypertenseurs, pardon. Le cytochrome 2D6, lui, va intervenir dans le métabolisme de la codéine, de certains médicaments antiarythmiques, de beaucoup de médicaments psychotropes, on le verra ensuite, et puis le cytochrome 1A2 intervient dans le métabolisme de la caféine, de la théophéline, d'autres médicaments psychotropes et molécules comme paracétamol. Bon, tout ça pour montrer la chose suivante, c'est que si on prend en compte l'ensemble des médicaments psychotropes ou de très nombreux médicaments qu'on prescrit, on voit que ces médicaments vont être pris en charge par différentes sous-fractions du cytochrome P450. Par exemple, l'amitriptyline va être métabolisée par le cytochrome 1A2, le cytochrome 2C19, le cytochrome 2D6, et la clozapine, par exemple, c'est surtout le cytochrome 3A34 qui peut être impliqué avec le cytochrome 2D6 dans son métabolisme. On voit que les situations sont complexes et que la connaissance des interactions de ces molécules avec les cytochromes, c'est pas quelque chose de simple. En tout cas, il existe des sites dans lesquels vous pouvez consulter les interférences possibles entre les médicaments psychotropes avec le cytochrome P450. Ces sites sont mis à jour très régulièrement. Ça permet de comprendre un certain nombre de variabilités de réponse et aussi d'interaction, puisque les molécules, si vous avez plusieurs médicaments, il y aura parfois des phénomènes de compétition au niveau du métabolisme et ou de l'activité de ces cytochromes. Alors, les antidépresseurs, pour revenir un peu à des choses qui nous intéressent sur les médicaments psychotropes, eh bien, ils sont métabolisés par les différentes fractions du cytochrome P450. Le cytochrome, par exemple, 2D6 va intervenir dans le métabolisme de la clomipramine, de la paroxétine, de la venlafaxine, et souvent, du fait de variabilité génétique, par exemple, on va devoir avoir faire des adaptations posologiques chez des sujets qu'on appellera soit ultra rapides, soit métaboliseurs lents. Je vais en dire quelques mots. Dans la population générale, le profil génétique, en gros, de fonctionnement de ces cytochromes est
diversement répartis. J'ai remis ici les exemples des antidépresseurs pour vous montrer que finalement les histoires de cytochrome P450 c'est quand même une histoire complexe et que lorsqu'on est face à des doutes concernant des réponses un peu particulières sur les médicaments, ben, il ne faut pas avoir honte de recourir à des pharmacologues et à des centres d'expertise sur les cytochrome et le métabolisme hépatique des médicaments pour essayer d'avoir dans un certain nombre de cas de réponses partielles ou un peu étonnantes un avis sur ces histoires de métabolisation et de profil génétique qui permettent d'adapter les pésologies et qui parfois permettent de comprendre la résistance au traitement. Le cytochrome 2 T6, vous voyez, très nombreux médicaments interviennent dessus. Des médicaments psychiatriques, bien sûr, mais aussi des médicaments qui appartiennent à d'autres classes pharmacologiques. Et je l'ai dit en introduction, bon nombre de patients ont une soupe, une salade, une multitude de médicaments et donc des interactions potentielles, ce qui permet chez certains patients compliqués, qui ont des maladies chroniques par exemple, des maladies chroniques comme les troubles cardiaques ou des maladies chroniques hépatiques ou des maladies chroniques comme certains cancers nécessitant aussi la prescription de psychotropes, et bien, dans ces situations parfois complexes, il n'est pas, je le répète, inutile de demander l'avis à des pharmacologues spécialisés des cytochromes P450. Alors, j'avance sur la question du polymorphisme génétique. Le polymorphisme génétique de cette sous-fraction du 2D6, qui est donc la sous-fraction du cytochrome P450 impliquée dans le métabolisme d'un certain nombre de médicaments psychiatriques, ce polymorphisme génétique va se traduire par le fait que on peut décrire, j'ai déjà dit, je le redis ici, ce qu'on appelle des métaboliseurs lents, à peu près 5 à 10% de la population caucasienne. Alors c'est pas marqué sur la figure hein, quand on est métaboliseur lent, c'est pas parce qu'on a une tête de caucasien ou une tête d'un autre continent qu'on est forcément métaboliseur lent. Les gènes ne sont pas forcément égaux à la tronche qu'on a. Et puis on décrit à l'inverse des métaboliseurs ultra rapides. En gros, les métaboliseurs lents auront des effets très prolongés de la molécule, et les métaboliseurs ultra rapides des effets très rapides. Je vous renvoie par exemple au cours sur la méthadone, où effectivement, selon le fait qu'on soit métaboliseur ultra rapide ou métaboliseur lent, eh bien, on n'utilisera pas forcément les mêmes posologies ou le même fractionnement des doses posologiques pour un même patient pour avoir des effets donnés et ou des effets secondaires. Ce diapositive pour vous montrer donc dans la population générale de caucasiens, de sujets asiatiques, hispaniques et afro-américains, la répartition des différents allèles du cytochrome P450 est très variable. La majorité d'entre eux, quand même, hein, plus de 70 à 80% des personnes ont une configuration qu'on appelle intermédiaire, ce qui veut dire qu'en général, ils se comportent dans le métabolisme des substances et des médicaments comme la majorité des gens et comme cela est décrit dans les recommandations de traitement. Cette diapositive, elle sert à comprendre par exemple que un métaboliseur lent, qui est la courbe du haut, aura à la même dose qu'un métaboliseur bon ou standard, plus d'effets indésirables, alors qu'un métaboliseur ultra rapide aura très peu d'effets à la même dose qu'un métaboliseur habituel. Alors enfin, dernier élément, la question de l'élimination. Il existe différentes voies d'élimination. Il y a une faute ici, mais c'est pas grave, j'en fais tout le temps. Les médicaments, la salive, la transpiration, les selles, le lait maternel et l'élimination rénale. Ces voies d'élimination, elles ont des implications. Bien évidemment, la question du lait maternel dans la prescription des psychotropes chez la mère d'un nourrisson et la question de l'allaitement. L'exemple le plus typique d'élimination rénale chez nous, c'est la question du lithium et de l'action et de la résorption du lithium au niveau rénal. Je vous renvoie au cours sur le lithium, j'ai mis cette diapositive là encore pour faire le savant. Voilà à peu près quelques bribes pseudo-pharmacologiques que l'on doit connaître de la pharmacocinétique. Donc l'absorption, la demi-vie, le métabolisme et l'élimination.
Alors, quelques éléments de pharmacodynamie maintenant qui me semblent utiles à connaître. La pharmacodynamie, c'est quoi? C'est les mécanismes d'interaction d'un médicament avec sa cible cellulaire, ce qu'on appelle les récepteurs actuellement. Dans l'utilisation des médicaments psychotropes, on pense et on admet de façon intuitive, et je pense que c'est quand même pas tout à fait vrai, et même parfois assez faux, que ces médicaments agissent essentiellement sur les récepteurs au niveau du système nerveux central. Et bien sûr, toute la neuropsychopharmacologie des dernières années était centrée sur la question de la synapse et sur le fonctionnement synaptique. Bon, là encore, je vous renvoie vos études, et ce qui est un peu connu de tous, c'est qu'il existe deux grands types de récepteurs membranaires, donc, qui permettront d'avoir un effet intracellulaire, que ces récepteurs peuvent être soit post, soit pré-synaptiques, post-synaptique ici à gauche sur cette diapositive et pré-synaptique à droite, que les effets de stimulation de ces récepteurs en pré- et post-synaptique peuvent être différents. Cette diapositive est là pour montrer que la connaissance actuelle des récepteurs et de leur mécanisme d'action se complexifie d'année en année, et que vous pouvez le voir ici, les médicaments psychotropes, les médicaments du système nerveux, peuvent agir à très nombreux niveaux sur cette transmission synaptique, en bloquant par exemple le recaptage de la sérotonine, qui donneront donc les médicaments inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, mais aussi en agissant au niveau postsynaptique. Et puis on peut aussi établir et comprendre qu'en bloquant certaines recaptures, on hyperstimulera des récepteurs qu'on appelle postsynaptiques. Bon, tout ça c'est très sérieux, c'est tout le temps en remaniement, et parfois c'est utile pour la pratique. Ce qui me semble le plus intéressant et le plus important, c'est de savoir que les médicaments vont avoir des effets agonistes ou antagonistes, par exemple. Agoniste, c'est un effet de stimulation du récepteur, et antagonisme, un effet de blocage de la réponse du récepteur, pour faire assez simple. On a des effets agonistes et antagonistes qui peuvent être agonistes inverses, c'est une substance qui produit un effet opposé à celui produit par l'agoniste endogène, et puis on a un effet agoniste classique, pur, qui mime l'effet de la substance endogène. Alors les médicaments, je prends l'exemple des neuroleptiques. Pendant très longtemps, on a parlé de neuroleptiques, ça agit sur la dopamine et le récepteur des deux, et on a décrit que ces médicaments avaient des propriétés pharmacologiques qui étaient liées à la stimulation des récepteurs dopaminergiques des deux. Alors sur cette diapositive, on voit bien qu'il y a d'autres effets sur d'autres récepteurs, et que donc dans la pratique quotidienne, il faut reconnaître que les effets thérapeutiques sont liés peut-être à des effets sur un type de récepteur, mais que ces stimulations de récepteurs sont aussi liées à la production d'effets secondaires, et donc induisent en eux-mêmes potentiellement des effets délétères. Pour vous montrer la complexité des choses, si on prend par exemple deux antidépresseurs, comme la mitriptyline ou la sertraline, ces antidépresseurs ont des effets antagonistes sur certains récepteurs noradrénergiques, sérotoninergiques et dopaminergiques, bloquent certains sous-types de récepteurs sérotoninergiques, 5-HT1, 5-HT2, bloquent des récepteurs muscaréniques, bloquent des récepteurs histaminergiques, ont des effets de blocage sur les récepteurs alpha-adrénergiques, et puis ont des effets antagonistes sur les récepteurs dopaminergiques. Donc on voit que la pharmacologie des médicaments, elle est d'un point de vue de la réceptologie assez complexe. Ici encore, ce qui est intéressant, c'est que si on considère une molécule, c'est pas tout à fait anodin de connaître ses effets sur les différents récepteurs. Bon, bien sûr, pour essayer de comprendre les effets thérapeutiques d'une certaine façon, les effets dopaminergiques ont une importance de la compréhension des mécanismes et des effets d'action de bon nombre de médicaments. Mais par exemple, les effets histaminergiques nous donneront des effets potentiels qui sont à la fois à des moments thérapeutiques comme la sédation, mais aussi des effets délétères comme la prise de poids. Les effets sur les récepteurs adrénergiques donneront la potentialité d'hypotension, tachycardie, sédation qui a aussi parfois un effet thérapeutique. Les effets atropinergiques donneront la bouche sèche, les troubles de la coordination, la constipation, la confusion, la digestion.
Tout ça pour dire qu'il faut quand même connaître, pour le bon nombre de médicaments qu'on prescrit, les effets principaux sur les systèmes de neurotransmission, qui donneront en partie les effets secondaires, les effets sérotoninergiques, nausées, vomissements, tremblements, les récepteurs cholinergiques, muscaréniques, sécheresse, constipation, somnolence, les récepteurs alpha-adrénergiques, dont j'ai déjà dit, hypotension, vertige, somnolence, histaminergique, prise de poids et somnolence. C'est pas inutile parce que ça permet, dans certains cas, d'utiliser les propriétés latérales de ces médicaments comme effet thérapeutique, comme par exemple l'effet anxiolytique, sédatif ou hypnotique, puis aussi d'anticiper les effets secondaires et pas être surpris de voir arriver certains effets qui sont directement liés à ces actions sur des systèmes de neurotransmission. Alors, je donne un exemple, oui, ça s'est complexifié, oui, c'est complexe, ici, les voies dopaminergiques, les connaître, c'est intéressant pour comprendre les effets et puis aussi les effets secondaires, surtout à côté, par rapport à la voie nigrostriée, qui est impliquée, comme vous le savez, dans bon nombre d'effets extrapyramidaux des antipsychotiques. On voit que ces récepteurs dopaminergiques, il y a plusieurs familles. Il y a deux grandes familles, la famille D1 et la famille D2, puis à l'intérieur de ces familles, il y a un sous-type de récepteurs. Ces sous-types de récepteurs ayant des localisations cérébrales et pas seulement différentes, et que donc il est parfois possible de différencier les différents médicaments antipsychotiques à la fois sur les effets de ces récepteurs. Bon, vous savez tous qu'on ne peut pas se contenter, et je l'ai déjà dit juste avant, quand on parle de réceptologie, mais pas seulement l'action des médicaments psychotropes, elle ne concerne pas seulement les systèmes aminergiques, même si elle agit préférentiellement sur certaines voies. Ces voies sont des voies en interaction. Ici, par exemple, on peut rappeler les effets potentiels de stimulation et les fonctions dopaminergiques et les effets potentiels de la fonction sérotoninergique. Ce sont des modèles qui parfois peuvent avoir un intérêt en clinique quand on connaît plus ou moins les effets sur lesquels les médicaments psychotropes peuvent agir. Le modèle va bien sûr se complexifier lorsqu'on a affaire à des comportements complexes, et c'est le cas en psychiatrie. Ici, là encore, c'est pour faire le malin, c'est la question du système de récompense qui est impliqué dans les comportements hédoniques et aussi dans les comportements addictifs. Vous voyez que ça implique pas seulement les systèmes aminergiques, mais que d'autres systèmes comme le glutamate et le GABA sont impliqués. Donc c'est un système plus complexe que la simple action sur les médicaments dopaminergiques. Et puis aussi, un élément très important, si on veut parler de pharmacodynamie, c'est que les médicaments psychotropes, ils agissent sur les voies de transmission du système nerveux, mais ils modifient aussi, d'une part au niveau du système nerveux central et aussi au niveau périphérique, par exemple, d'autres systèmes, comme le système endocrinien, qui a représenté une bonne part de leur effet thérapeutique, peut d'ailleurs être lié à ces effets endocriniens, à la fois comme effet thérapeutique, je l'ai dit, mais aussi comme effet secondaire, par exemple la prise de poids, les effets thyroïdiens liés au lithium, enfin un certain nombre d'effets cliniques. Donc il ne faut pas se contenter de la pharmacologie au niveau du système nerveux central, et donc avoir une connaissance plus générale des effets pharmacodynamiques des médicaments et des médicaments psychotropes qu'on va prescrire. Voilà, bon, un petit rappel, c'est pas inutile donc de connaître des éléments de pharmacocinétique, d'absorption, de distribution, de métabolisme et d'expression des médicaments. C'est utile pour avoir une certaine pratique de prescription, et les éléments de pharmacodynamique sont aussi des éléments utiles pour avoir des idées sur les effets thérapeutiques attendus et les effets secondaires. Je le rappelle toujours, il est très important de pouvoir partager ces informations avec les usagers et de pouvoir les aider à comprendre ce que nous on ne comprend pas très bien, mais essayer de comprendre le langage qu'on emploie. Il y a des guides dans la littérature sur lesquels on peut s'appuyer, et je pense que les usagers doivent s'armer de connaissances pour pouvoir dialoguer avec les prescripteurs. Je vous renvoie à un certain nombre de livres, il y a beaucoup de livres sur la psychopharmacologie, j'en ai mis 2, mais il y en a plein d'autres. Et c'est toujours bon d'avoir un livre de psychopharmacologie à côté de soi pour pouvoir s'y référer quand on est un peu désemparé sur les effets des médicaments.